Fait que, bienvenue Amanda, c'est ta première table ronde avec nous. Merci de te joindre à l'équipe. Bonjour tout le monde. On est une équipe tissée serrée, comme vous pouvez le voir. Quand je suis venu à mon premier congrès, il y a 29 ans, première table ronde, je me disais, c'est un concept qui ne durera pas longtemps. T'sais, comme toutes les questions vont avoir été répondues, puis il n'y aura plus de clarification nécessaire. C'était une fois de plus que je me suis royalement trompé. Donc, naturellement, il y a beaucoup de législation qui évolue. Fait que, encore une fois, cet après-midi, on va avoir des précisions sur des nouvelles dispositions législatives, mais aussi des précisions nécessaires sur des dispositions qui existent depuis longtemps à la loi. Fait qu'on on en a pour tous les goûts. Il y a 17 questions, en fait, je vais dire 17 thèmes dans la table ronde qui comportent plusieurs sous-questions. Donc, on n'aura pas le temps de tous les voir cet après-midi, compte tenu de du format de la table ronde là, de 45 minutes. Mais je vous invite naturellement à en prendre connaissance. Les questions sont prêtes. Fait que, et les questions et les réponses sont prêtes. Donc, je suis sûr qu'elles seront disponibles peu de temps après la conférence. Avant de commencer notre question, Jean, je te passerai le micro pour une petite introduction. Oui, bien sûr. Merci, Pierre. Alors, bonjour tout le monde. J'aimerais remercier chaleureusement la PFF de nous convier ici, encore une fois, au congrès de la PFF. Ouais. Et aussi remercier les copanélistes, Maître Allard, Mme Lamoureux, qui est aussi coordonnatrice, M. Leblanc et Tuot. Avant de répondre à la première question, j'aimerais juste dire qu'on va s'efforcer d'être le plus précis possible, le plus cohérent possible avec la réponse écrite, mais si jamais il y a des différences, c'est toujours l'écrit qui va prévaloir. Puis comme c'est arrivé ce matin, si jamais c'est trop beau pour être vrai, allez lire la version écrite, s'il vous plaît, avant de trop fêter. Sur ce. Merci, Jean. Donc, Stéphane, la première question est pour toi. Excellent. Bonjour tout le monde. Donc, la première question va porter sur les transferts intergénérationnels d'entreprises, donc les nouvelles règles. On fait une petite mise en situation. Donc, situation initiale, on a parent 1 qui a des actions de contrôle et qui a des actions de gel. Il a fait un gel dans le passé, des actions rachats au gré du détenteur. Et les enfants de l'autre côté qui ont des actions ordinaires, votantes participantes de parent Inc. Donc, les enfants travaillent activement dans parent Inc. depuis la date du gel. Parent 1 n'a pas encore utilisé sa déduction pour gain en capital. Parent Inc. est une SEPE, donc depuis au moins 24 mois, n'exploite pas une entreprise agricole ni de pêche. Donc, Parent 1 souhaite vendre, transférer Parent Inc. à ses enfants en bénéficiant des nouvelles règles prévues au paragraphe 84.1, 2.31 ou 2.32. Donc, ça, c'est notre petite mise en situation. Le scénario A qu'on va regarder, c'est que si on a une vente de Parent 1 de toutes les actions de contrôle et de toutes les actions de gel de Parent Inc. à Acheteur-Co. Donc, les enfants ont formé Acheteur-Co et procèdent à l'achat de toutes les actions de Parent 1. Donc, ça, c'est le premier scénario, le scénario A. Et le scénario B, qui est le prochain que je vais montrer. Dans ce cas-là, Parent 1 vend toutes les actions de gel à Parent Inc. À Acheteur-Co. Encore là, Acheteur-Co, les enfants se sont créés une Acheteur-Co. Et par contre, ils gardent les actions de contrôle, votantes non participantes. Donc, ils conservent ces actions-là. Donc, on a plusieurs questions à l'ARC, mais on va essayer de les grouper. Et donc, on va commencer par la question A et on va traiter également de la question D en même temps. Donc, le parent pourra-t-il réaliser un gain en capital lors de la vente de ses actions de gel à Acheteur-Co si le parent, dans le scénario A, vend toutes ses actions de gel et les actions de contrôle à l'Acheteur-Co? Et dans le scénario B, si le parent vend toutes ses actions de gel à Acheteur-Co, mais conserve les actions de contrôle. Donc, est-ce qu'on est capable de pouvoir réaliser un gain en capital sur les actions? Et comme sous-question, où on va à D, si parmi les actions privilégiées de gel que parent 1 avait, il détenait pour 200 000 d'actions privilégiées qui ont été émises dans le cadre d'une cristallisation, est-ce que le parent sera privé de bénéficier des nouvelles règles, des nouvelles mesures lors de la vente à ses enfants sous l'alinéa 84.1.2e? Donc, c'est nos deux questions à l'agence pour commencer. Oui.
Alors, premièrement, les nouvelles règles sur le transfert intergénérationnel d'entreprise, dans le fond, on cherche à trouver l'équilibre entre deux choses, là. Un transfert véritable d'entreprise dans un schéma un peu peut-être classique, là, le parent qui exploite, qui transfère son entreprise à des enfants qui exploitent, des enfants adultes. Puis d'autre part aussi, on vise aussi à empêcher le dépouillement de surplus quand on est en dehors de ce scénario-là. Fait qu'en termes d'action, dans la nouvelle législation, là, il n'y a pas nécessairement de règles particulières à l'effet qu'il faut que ce soit des actions ordinaires ou des actions votantes, là. Fait que sous respect de toutes les règles d'application, puis il y en a quelques-unes, des actions privilégiées non participantes ne seraient pas exclues d'emblée de l'exception prévue là, à 84.1.2e. Mais, il y a un mais, le fait de conserver les actions votantes, là, il y a une lumière rouge qui s'allume. Dans ce cas-là, après la disposition, disons, des actions privilégiées, les parents contrôlent toujours la compagnie là, en cause. Donc, les critères à 2.31, c'est un petit i, puis 2.32, c'est un petit i, ne sont pas respectés. Fait qu'on a un problème. Puis, en plus, un autre problème, ces actions-là, vu qu'ils sont votantes, ils ne se qualifient pas d'actions d'une catégorie exclue au sens de 256.1.1. Fait qu'il y a une autre condition qui n'est pas respectée. 2.31D, un petit i, puis 2.32D, un petit i. Parfait. Deux Merci. problèmes à vérifier. Là, on va aller maintenant dans une des sous-questions où on va jouer avec, pas jouer avec, mais aller voir les critères de transfert aux enfants de la gestion de l'entreprise exploitée par parents. Puis là, on demande, est-ce que, selon différents scénarios que je vais énumérer, est-ce qu'on a un problème au niveau de la gestion de l'entreprise dans tous les critères qu'on doit respecter pour le transfert intergénérationnel? Donc, puis là, je vais y aller en rafale, là. Est-ce que c'est un problème si le parent demeure administrateur unique de Parent Inc. une fois qu'il a fait sa transaction? Si le parent demeure administrateur unique de Parent Inc., mais seulement pour la période de 36 mois si on est à 2.31 ou de 60 mois si on est à 2.32. Est-ce que si le parent demeure administrateur unique de Parent Inc., mais la direction des activités courantes de l'entreprise, elle, est vraiment dans les mains des enfants? On veut savoir aussi si le parent demeure administrateur, mais qu'il y a un des deux enfants qui est aussi administrateur de Parent Inc., est-ce que c'est problématique ou pas? Et si le parent n'est plus administrateur, n'est plus dirigeant de Parent Inc., mais il est co-signataire des chèques. Donc, à chaque fois qu'il y a un chèque, une sortie de fonds, il faut qu'il approuve la sortie de fonds. Est-ce que c'est des problématiques au niveau de la gestion, des critères de gestion d'entreprise pour le transfert intergénérationnel? OK. Je vais commencer par, en complémentaire, la réponse à la 2D, la question qu'on avait au départ. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait si, parmi les actions privilégiées, on a des actions privilégiées cristallisées pour lesquelles on a bumpé le PBR puis on a pris de l'exo là-dessus? Même résultat, des actions avec un petit PBR, un PBR dur, un PBR mou, c'est admissible, on peut en disposer puis profiter de l'exemption. Fait qu'il n'y a pas vraiment de différence. Si on passe à la transfert de la gestion, bon, 2B, premièrement, des hypothèses qu'on pose au départ. Parent n'exerce pas le contrôle de fait de parent. C'est important aux fins des deux critères. Après ça, le parent, on va dire qu'il assumait toujours la gestion au moment de la disposition des actions concernées, puis il va prendre des mesures raisonnables pour la faire, ce fameux transfert-là, dans la période prescrite par les règles. Dans la réponse, on pointe aussi une règle interprétative bien importante qui, pour l'application des alinéas G et H aux fins du transfert immédiat puis progressif, l'alinéa 2.3i nous dit que la gestion, ça renvoie essentiellement à la direction ou à la supervision des activités de l'entreprise, mais n'inclut pas la prestation de conseil, genre pendant le repas de la Thanksgiving. Les alinéas G, quand on parle de transfert de la gestion, les critères, on va prendre le temps de les lire parce qu'on ne les a pas vus souvent, ces règles-là encore. Dans les 36 mois, transfert immédiat, ou 60 mois progressif,
ou toute période plus longue jugée raisonnable dans les circonstances, premier critère de raisonnabilité, il faut que le parent prenne des mesures raisonnables, deuxième critère de raisonnabilité, pour, un, transférer la gestion de l'entreprise et deux, de cesser de façon permanente de gérer l'entreprise. Fait que quand on parle de la gestion, vous me voyez venir, il y a une question de fait là-dedans. Aujourd'hui, on ne peut pas répondre à tout, on ne peut pas couvrir tous les angles, mais au moins, on a des pistes, on a des orientations pour vous fournir. Donc, premièrement, direction ou supervision, en notre sens, là, ça implique tout le temps un pouvoir décisionnel relativement important au sein de l'entreprise. Il y a de l'influence, là. Puis si on regarde le droit corporatif, un poste d'administrateur dans une société, un administrateur au sens corporatif, ça gère les activités de la compagnie ou ça surveille une telle gestion. Donc, dans l'un ou l'autre de ces cas-là, bien, ça va être vraiment pris par la règle interprétative là, de la gestion au sens de nos règles à nous. Donc, dans les cas où on demeure actionnaire, il n'y a pas nécessairement de problème de demeurer actionnaire. Le problème, c'est de s'éterniser. Fait qu'il faut s'organiser pour, c'est comme j'ai dit, transférer la gestion puis cesser d'agir comme probablement administrateur en deçà d'un délai de 30 mois ou 60 mois ou quelque chose de raisonnable qui est justifié dans les circonstances. Ça, la conclusion qu'on a ici, c'est la même chose qu'on le soit administrateur unique, administrateur avec d'autres, ou encore que la direction des activités courantes, le day-to-day, là, est entre les mains des enfants ou non. Mais là, d'un autre côté, le seul fait qu'on n'est pas administrateur, ça fait pas en sorte que de prime abord, il participe plus, parents ne participent plus à la direction ou à la supervision des activités de l'entreprise. Là. Grosso modo, plus les tâches pour lesquelles parents demeurent responsables, ça, comme je l'ai dit tantôt, il y a un pouvoir décisionnel important, significatif, bien, ça pourrait constituer de la gestion au centre des règles. Là. Puis enfin, quand il contrôle de la gestion de la trésorerie puis tout ça, un contrôle discrétionnaire comme ça, bien, ça pourrait être une tâche quand même assez importante de la direction, dépendamment des faits, des circonstances, puis dépendamment aussi du type d'entreprise comme on a. Si jamais ça arrive, qu'il y a un maintien de la gestion, bien, le contribuable aura à prouver ou à démontrer qu'il est raisonnable dans ces circonstances à lui de conserver là, la mainmise sur la sacoche. Voilà pour la gestion. Voilà. Merci. Au niveau du transfert, maintenant, le critère de transfert des intérêts économiques, on veut savoir s'il est respecté dans certaines situations. Donc, si le parent vend ses actions de gel à Acheteur-Co en 3 tranches égales, un tiers, les 3 prochaines années, et il conserve cependant les actions de contrôle jusqu'à la vente du 3e tiers. Donc, est-ce qu'on respecte le critère du transfert d'intérêt économique? L'autre scénario, la même chose que dans le scénario 1, mais sauf que les actions de contrôle qui sont vendues en même temps que le premier tiers. Donc, ça, c'est le 2e scénario. Et le 3e scénario, c'est que Acheteur-Co achète toutes les actions de gel détenues par parent, mais il en a payé seulement 20 % au cours des 10 années suivant la transaction. Par contre, la valeur des intérêts directs de parents dans Parent Inc. représente moins de 30 % de la juste valeur marchande des intérêts dans Parent. Donc, c'est les 3 cas de figure où on veut voir si le transfert des intérêts économiques est respecté. Alors, encore ici, les actions de gel, on dit, on va prendre pour acquis, ça se qualifie d'actions d'une catégorie exclue, et qu'au fin des 2e et 3e scénarios ici, là, le parent n'exerce pas le contrôle de fait après la disposition, tout de suite après la disposition des actions. Là. Fait que ici, pour cette question-là, c'est vraiment l'alinéa A des 2 scénarios, là, immédiat ou progressif. Puis, il faut faire attention, le contribuable ne doit jamais avoir demandé, après 2023, l'exception relativement à la disposition des actions. Donc, on a une chance, c'est la première. Fait que, au problème que vous avez soulevé, si jamais on garde les actions de contrôle, encore la première réponse que j'ai donnée, on a encore un problème, c'est le même problème, il faut se débarrasser à la première disposition, il faut se débarrasser des actions de contrôle.
Puis là, la première disposition de contrôle, oui, dans ce cas-là, on pourra avoir droit à l'exception, mais ça va être la première. La deuxième, la troisième, bien, ça va être sous l'ancien régime traditionnel de 84.1. Grosso modo, c'est ça. Pour le dernier scénario soumis, le fameux 30 là, bon. Là, il faut aller voir, c'est le transfert graduel. Il faut aller voir 2.32F, voir si c'est respecté. Conditions qui doivent être respectées dans les 10 ans suivant le moment de la disposition, okay, pour laquelle l'exception est demandée, et à tout moment postérieur également. Fait que ça ne suffit pas de sortir puis rentrer par après. Il faut vraiment que ce soit définitif après le 10 ans. Ici, on parle d'action admissible de petite entreprise, fait que ça va être le sous-alinéa F2i qui va s'appliquer. Puis le ratio qu'on va regarder, le fameux ratio de 100 il faut qu'il soit testé immédiatement avant le moment de la disposition. C'est ce moment-là. Fait que si on reprend les faits, au moment de la disposition, on a à peu près 80 de la valeur de la compagnie qui est détenue, que là, tu as un intérêt qui vaut à peu près 80 de la compagnie dans la société acheteuse, par le fait du billet, par exemple. Fait que là, on a un problème. Fait que, puis on voit que la règle du 30 s'applique au départ. Fait qu'on ne peut pas se sauver en profitant de la plus-value future de la compagnie. Fait que le 80 on est pris avec, puis c'est au moment de la disposition. Voilà pour la question 1. Merci. Donc, intéressant à les lire. Là. C'est une longue question, mais je pense que c'est intéressant dans le contexte que tout ça est nouveau. Là. Bien, merci Jean et Stéphane. Alors, il nous reste 2 minutes. En conclusion. En conclusion. Donc, la prochaine question, c'est la question 1 sur les règles de revente précipitée. Donc, depuis le 1er janvier 2023, il y a des règles sur les reventes précipitées des biens résidentiels. Si un particulier détient pendant moins de 365 jours un bien, alors le revenu, au lieu d'être du gain en capital, ça va être du revenu d'entreprise. Au niveau des particuliers, les règles semblent, somme toute, quand même détaillées. Par contre, ce n'est pas le cas au niveau des sociétés. Donc, ici, on suppose un scénario. Donc, on a Société A qui loue un immeuble résidentiel locatif dont elle est propriétaire depuis 5 ans. L'activité principale de la Société A, c'est la location de biens immeubles et elle a moins de 5 employés à temps plein. La Société B est une société de gestion de portefeuille qui, elle, détient 100 de la Société A. Et en janvier 2023, il va y avoir fusion de la Société A et de la Société B. Donc, la première question à Amanda, à l'agence, en fait, mais qui sera répondue par Amanda. Donc, c'est la nouvelle société issue de la fusion dispose de l'immeuble en décembre 2023, en considérant que la valeur du bâtiment s'est appréciée depuis son acquisition. Est-ce que les règles de revente précipitée s'appliqueront afin de requalifier le dit bâtiment comme étant un bien en inventaire? Et est-ce que la récupération, s'il y a lieu, ainsi que le gain, seront-ils traités comme du revenu d'entreprise admissible à la DAPE? Merci, Annie. Donc, généralement, les règles sur les reventes précipitées s'appliquent lorsqu'un contribuable réalise un gain lors d'une disposition d'un bien à revente précipitée. Ce terme-là, c'est un terme défini au paragraphe 12-13, mais essentiellement, c'est un logement ou le droit d'acquérir un logement situé au Canada qui est détenu par un contribuable pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition. Je note, par exemple, qu'il y a certaines exemptions de situations qui sont exclues. Ils sont tous énumérés à l'alinéa 12-13B. Mais pour les fins de notre réponse, nous supposons qu'aucune de ces exemptions-là s'applique. Nous posons aussi l'hypothèse pour les fins de la réponse que le bien en question qui fait l'objet de la disposition, c'est vraiment un logement situé au Canada. Donc, la question qu'il faut répondre, c'est est-ce que c'est bien un bien à revente précipitée? Puis, il suffit de déterminer s'il a effectivement été détenu moins que 365 jours consécutifs avant sa disposition par la fusion co. Si c'est le cas, puis que toutes les autres exigences sont respectées, les règles de revente précipitée pourraient s'appliquer. Donc,
essentiellement, la période de détention relative à un logement pour un contribuable débute lorsque celui-ci en devient propriétaire. Donc, quand on est dans le contexte d'une fusion, 87.2a répute qu'une société issue d'une fusion est une nouvelle société et 87.1a que celle-ci devient propriétaire des biens appartenant aux sociétés remplacées suite à la fusion. Donc, dans le cas hypothétique, si, disons que la fusion a lieu en janvier 2024, c'est donc à ce moment-là que la société issue de la fusion devient propriétaire des biens. Donc, si la société dispose du bien en décembre, le bien serait détenu moins de 365 jours consécutifs et les règles de revente précipitée pourraient trouver application en autant que toutes les autres conditions sont respectées. Pour la question de l'admissibilité aux revenus à la DAP, lorsque les règles de revente précipitée s'appliquent à un contribuable, celui-ci est réputé exploiter une entreprise qui a un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial relativement au bien. On sait que généralement, le revenu d'une SPCC provenant d'une entreprise exploitée activement au Canada est admissible à la DAP et que l'expression « entreprise exploitée activement » est définie au paragraphe 125.7 et comprend un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. Donc, ceci étant dit, le revenu qui découle de ma disposition de mon bien, qui se qualifie d'un bien à revente précipitée, pourrait être considéré comme du revenu provenant d'une entreprise exploitée activement et être admissible à la DAP. Mais ça, c'est sous réserve, bien sûr, des limites et toutes les exigences à l'article 125. Une dernière chose, l'Agence tient toutefois à souligner que dans le cadre des différents scénarios présentés, l'ARC pourrait, selon les circonstances, étudier la possibilité d'appliquer la règle générale anti-évitement si l'un des principaux objets d'une opération est l'obtention d'un avantage fiscal indu auquel le contribuable n'aurait pas autrement droit. Merci, Amanda. Donc, la prochaine question, si la société A avait été liquidée dans la société B, est-ce que la réponse de l'agence serait la même si la vente a lieu en décembre 2023? Oui. Donc, juste pour vos infos, les mêmes commentaires généraux à ce qui est aux reventes précipitées, l'article 245, ainsi que les mêmes hypothèses s'appliquent à la prochaine question. Donc, c'est la même ordre d'idée. Il faut déterminer si le bien en question est détenu pendant moins que 365 jours consécutifs avant sa disposition. Dans le cas d'une liquidation, si les exigences du paragraphe 88.1 sont respectées, l'alinéa 88.1a prévoit, entre autres, que les biens de la filiale attribués à la société mère lors de la liquidation sont généralement réputés avoir fait l'objet d'une disposition par la filiale. Donc, dans le cas de la liquidation, le moment où la société mère se voit attribuer le bien correspond généralement au moment qui marque le début de sa détention. Donc, si on applique ça à notre scénario, supposons le 31 janvier, le bâtiment est attribué à Société B suite à la liquidation de Société A. Si Société B dispose par la suite du bien en décembre, bien là, alors le bien sera détenu pendant moins de 365 jours, puis les règles à revente précipitée pourraient s'appliquer en autant que toutes les conditions sont rencontrées. Question C. S'il y avait plutôt transfert par roulement du bâtiment de la Société A en faveur de la Société B, toujours en janvier 2023, et qu'il y avait une revente en décembre 2023 par la Société B, est-ce que les règles de revente précipitée s'appliqueraient? Oui. Donc là, vous allez trouver que je me répète, là, mais les commentaires généraux encore s'appliquent encore. C'est encore les mêmes hypothèses. Puis encore une fois, il faut déterminer si le bien est détenu pendant moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition. Donc, il faut déterminer le moment que le bien est acquis. Quand on est en situation de roulement, paragraphe 85.1, il permet à un contribuable de transférer certains biens à une société canadienne imposable pour une somme convenue lorsque certaines conditions sont généralement remplies.
Donc, dans le cas présenté, Société B fait l'acquisition d'un bâtiment au moment du roulement en sa faveur, soit en janvier. Et si elle en dispose, disons, le 1er décembre, elle aurait effectivement détenu le bien pour moins de 365 jours consécutifs avant sa disposition et le bâtiment pourrait être un bien à revendre précipité. Bon, on y arrive toujours Oui. pas. On va essayer un autre scénario. Si le transfert du bâtiment de la Société A en faveur de la Société B, cette fois-ci en janvier 2023 toujours, est fait à la valeur marchande, est-ce que là, cette fois, est-ce que ça va être la même réponse qu'à la question C? Donc, la définition de l'expression « bien à revendre précipité » contient pas une exception ou une règle de continuité pour les dispositions à la juste valeur marchande, donc non. Ça le fait pas. OK. Eh boy. OK. Les 3 dernières questions, on va les poser tous dans un seul bloc, parce que la réponse de l'agence va être un seul bloc aussi. Donc, Société A achète un nouveau bâtiment en janvier 2023 et opère une résidence pour personnes âgées jusqu'à la revente du bâtiment à un tiers en octobre 2023. Est-ce que ce bâtiment-là se qualifie de logement aux fins des nouvelles dispositions? Ensuite de ça, Société B acquiert en mars 2023 un immeuble pour y opérer une entreprise de consultation informatique. Les employés travaillent 8 heures par jour, prennent leur dîner dans la cuisine. En décembre 2023, en raison d'un manque de personnel pour son entreprise, elle revend l'immeuble. Est-ce que l'immeuble se qualifie de logement, toujours aux fins du nouveau paragraphe 12.12? Et est-ce que l'ARC est en mesure de nous donner les critères nécessaires afin de qualifier ce qu'est un immeuble de logement aux fins de 12.12? OK. Donc, les 3 questions, effectivement, elles réfèrent à la notion de que la définition de bien à revendre précipité, il faut que ce soit un logement au Canada. Le terme logement, lui, n'est pas défini dans la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, il faut s'en remettre au sens courant de ce terme-là. Mais aussi, il faut aussi tenir compte du contexte global dans lequel il est utilisé, de façon à ce que l'interprétation s'harmonise avec l'esprit de la loi, mais aussi l'intention du législateur. Donc, en ce qui est entré à vos questions, elles sont présentement sous étude à l'agence et feront aussi l'objet de consultations avec le ministère des Finances. Donc, on n'est pas en mesure de répondre à la question présentement, mais on espère vous offrir de plus amples précisions dans le futur par rapport à cette question. Puis, en terminant, je veux juste rajouter que même en l'absence des règles de revente précipitée, il en demeure pas moins que la question de savoir si la disposition d'un bien résulte en revenu tiré d'entreprise ou d'un gain en capital est vraiment une de fait qui peut seulement être résolue à la suite d'un examen de tous les faits, toutes les circonstances qui entourent la situation. Merci, Amanda. On n'a pas fait mieux que Stéphane et Jean, finalement. Donc, pendant que mes collègues répondent à des questions de droit nouveau, moi, je vais poser une question d'un article qui a été adopté en 1934 et qui a à peu près pas été modifié depuis. Fait que Sophie, je ne sais pas ce que tu en penses. 75.2, et oui, on se pose encore des questions sur 75.2. Même, je vous dirais qu'une certaine paranoïa chez les praticiens qui entourent tout ce qui est les frais liés à l'exploitation ou au maintien de la fiducie, là, que ce soit les frais d'honoraires pour pour créer la fiducie, mais aussi pour préparer la T3 et ainsi de suite, ou que ce soit pour payer les frais mensuels bancaires. Et bien honnêtement, on dirait que les gens focusent sur une contribution alors que l'article ne parle pas de contribution. L'article parle de détenir un bien qui pourrait soit revenir à un bénéficiaire ou qui pourrait être dirigé là, par une personne qui lui a contribué. Maintenant, on veut quand même essayer de clarifier cet élément-là. Et il faut dire que, donc, on veut focusser là, sur les paiements de frais professionnels ou de frais bancaires. Et il faut dire que l'agence a donné des interprétations par le passé. Là, on en cite 3.
où essentiellement, effectivement, on semblait confirmer que 75.2 ne s'appliquerait pas au paiement d'honoraires, là, mais il y avait toujours une question de fait et ainsi de suite. Toutefois, à la table ronde de la PFF en 2013, Revenu Québec, eux, semblaient un peu ouvrir la porte plutôt à l'application de 75.2, naturellement, là, en laissant en mentionnant que c'est une question de fait. Donc, on aimerait tenter de clarifier tout ça et d'avoir une meilleure prévisibilité. Donc, Sophie, est-ce que le paiement d'honoraires professionnels par un fiduciaire ou un bénéficiaire d'une fiducie peut entraîner l'application de 75.2? Et je vais te poser tout de suite, là, dans les sous-éléments, là, est-ce qu'il y a des éléments spécifiques à considérer pour effectuer cette détermination-là? C'est quoi les circonstances qui entraîneraient potentiellement la conclusion qu'il y a eu un transfert ou non indirect à un autre bénéficiaire de la fiducie? Et c'est quoi le fameux bien détenu par la fiducie, là, si c'est le cas, là, si tu la T3, si tu les relevés de compte de banque? Bien, premièrement, pour ceux qui ne sont toujours pas familiers avec le paragraphe 75.2, c'est une disposition qui vise des situations où une personne transfère directement ou indirectement des biens à une fiducie. Et en vertu de cette fiducie, ces biens ou des biens qui se sont substitués peuvent soit lui revenir ou peuvent être assignés à des personnes qui sont désignées par elle, ou qui peuvent, durant la vie de cette personne, ne peuvent pas être disposés ou, sans son consentement ou sans ses instructions. Donc, ceci étant dit, la question de savoir si des paiements d'honoraires professionnels par un fiduciaire ou un bénéficiaire ou une autre personne est considérée comme un apport de biens que cette personne a fait indirectement à la fiducie est une question de fait qui nécessite l'analyse de tous les faits et circonstances qui se rapportent à une situation particulière. Donc, étant donné que ça doit être analysé à la lumière des circonstances de chaque cas, l'ARC ne pourra malheureusement pas donner d'éléments spécifiques ou de circonstances pertinentes. Par contre, ce que l'ARC peut mentionner de façon générale, c'est que le fait qu'une personne paie pour les honoraires pour la création de la fiducie on est d'avis que l'article 75.2 ne s'appliquerait pas dans cette circonstance-là, étant donné que les honoraires sont encourus avant la création et donc que ce n'est pas une contribution indirecte au patrimoine de la fiducie. Il faut préciser, par contre, que ce serait différent si c'était question de rembourser les frais d'acquisition du bien qui est initialement contribué par le constituant. Puis aussi, il faut distinguer les honoraires qui sont faits pour la création de la fiducie des honoraires qui sont faits après la création de la fiducie. Puis un peu comme ce que Revenu Québec est venu dire, dans cette dernière circonstance, si un tel paiement d'honoraires est fait par un fiduciaire ou un bénéficiaire ou une autre personne, ça pourrait être considéré comme une contribution ou un transfert qui est fait indirectement à la fiducie et que ça pourrait entraîner l'application de 75.2. Donc, dans la question, on a cité quelques interprétations. Je pense qu'en résumé, ça demeure la position de l'agence. Puis c'est cohérent avec ce qu'on a dit à la question 7 dans le cadre du colloque 2012 sur les fiducies. Merci, Sophie. Donc, bien que je pense que c'est une question qui sera peut-être éventuellement tranchée, je pense que la prudence est de mise, surtout dans le contexte de l'opération de la fiducie et pas nécessairement au niveau de la création de la fiducie. Pierre, tout à l'heure, tu faisais référence, il y a 28 ans, à une table ronde, puis ainsi de suite. Moi, je ferais référence à une table ronde qu'on a tenue il y a 4 ans à ton bureau. Ah oui. Où Stéphane avait sa table, Pierre avait sa table, j'avais ma table. Et on était dans la COVID, et là, 4 ans plus tard, on est 4 à la même table, puis il y a plein de monde dans la salle. Donc, on va parler de revenus protégés. Chanceux, cette année, c'est une question courte qu'on m'a octroyée. Donc, et donc, on sait tous que l'Agence a publié un document là, sur le revenu protégé au cours de la dernière année. Et il y a plusieurs exemples dans ce document-là. Puis ici, on veut poser une question spécifique sur l'exemple 12. Dans l'exemple 12, il y avait
une société qui transférait un bien à une société opérante et recevait des actions privilégiées en contrepartie. Le transfert, c'était un achalandage pour 500 $. Et il y avait une autre société, donc H2, qui détenait des actions ordinaires. Quelques années plus tard, les actions privilégiées sont rachetées et l'agence avait précisé que le rachat des actions privilégiées pour un montant de rachat fixe ne devrait pas avoir d'incidence sur le droit au revenu protégé des actions ordinaires. Ce commentaire nous apparaît conforme à la position de longue date de l'ARC. Maintenant, la question à l'ARC, c'est l'exemple 12 ne spécifiait pas si le rachat d'actions qui était décrit a bénéficié de l'exception à 55.3a. La question, c'est est-ce que l'ARC peut commenter à l'égard de l'application de 55.3a dans les circonstances de l'exemple 12? Oui. Alors, il me reste du temps, je peux m'attendre un peu, je suis habitué avec ma question 1. Dans notre réponse, mettons, si on va plus cibler, là, dans le contexte d'un rachat d'actions qui résulte un dividende, où est-ce que c'est peu supporté, le dividende est peu supporté par du revenu protégé. Il n'y en a pas beaucoup, mais le dividende est techniquement exempté par 55.3a. Nous, à l'agence, ce qu'on se dit, c'est qu'il va falloir regarder un petit peu plus attentivement l'objet du dividende qui résulte du rachat et éventuellement, on pourrait se poser la question si la règle générale anti-évitement ne s'appliquerait pas dans un cas comme ça. À cet égard, je vous ramène à l'exemple 5 de la mise à jour concernant un rachat d'actions qui en discute plus spécifiquement. De notre côté, nous, à la DDI, on a refusé d'émettre des décisions anticipées favorables dans un tel contexte. Il y a un point intéressant dans la réponse. On parle d'un contexte particulier. Imaginez M. A qui détient l'ensemble des actions de sa société de gestion. Société de gestion qui détient des actions de gel dans une OPCO. Fait que monsieur, c'est gelé via sa OPCO. Puis monsieur a besoin de fonds pour vivre. Fait que disons qu'on OPCO rachète des actions avec le produit du rachat, Holdco verse un dividende cash à monsieur s'impose. Un cas comme ça, on dirait que, OK, on peut bénéficier de 55.3a. 55.3a va aider dans ce cas-là. Fait qu'on ne parle pas de gare dans un cas spécifique comme celui-là. Fait que la réponse à la question, en fait, c'est quoi? C'est ultimement que l'exemption à 55.3a s'applique ou pas. Ça n'aura pas d'incidence au niveau de l'impact sur le revenu protégé là, des actions ordinaires. Donc, tel qu'on l'a précisé, le gain réalisé sur le vente d'achalandage là, ne pourrait en aucun cas constituer du revenu protégé sur les actions ordinaires, parce que ce gain ne contribue pas au gain. Exception ou nuance, si jamais l'achalandage était vendu pour un prix au-delà de 500 $, bien, l'excédent, l'excédent du gain sur 500 $ constituerait du revenu protégé sur les actions ordinaires dans ce cas-là. Parfait, merci. C'est sûr que dans l'exemple que tu donnais où on rachète, puis après ça, le holding verse à l'individu, probablement c'est le contribuable qui ne voudra pas que 55.3 s'applique afin de réaliser un gain en capital. Mais ça, c'est un autre débat. OK, la prochaine question, c'est une question au niveau de planification post-mortem à la suite du décès d'un bénéficiaire d'une fiducie testamentaire exclusive au conjoint. Bon, on revient sur des décisions anticipées de 2012 et aussi une question à la table ronde de STEP là, de 2013. La situation dans cette décision anticipée-là, dans la table ronde, c'est qu'on a fait un pipeline et on a été obligé de créer une deuxième NewCo afin de réaliser une perte en capital et pour faire en sorte, finalement, d'éliminer le gain puis d'éliminer la double imposition. Et, dans le fond, la décision anticipée de 2012 apportait à savoir si le paragraphe 69.5 s'appliquerait lorsqu'on liquidait la société qui faisait en sorte qu'on avait une perte.
pour faire en sorte que la perte n'était pas restreinte par 43.6. Et également, il y avait la question de GAR 245.2. Est-ce que GAR pouvait s'appliquer à ça? Et dans STEP, dans une situation très similaire, on demandait si la règle à 129.1.2, qui est l'anti-vitement au niveau du RTD, parce que dans la liquidation, il y avait aussi un RTD qui était réalisé. Donc, on demandait si cet article-là pouvait s'appliquer. Donc, la question à l'ARC, c'est une mise à jour un peu de ces deux situations-là. Est-ce que c'est toujours la position de l'ARC? Oui. Donc, je vais répondre assez rapidement, mais en sommaire, oui, ces deux positions-là sont toujours valides dans le cadre d'une telle planification post-mortem, même si des contraintes légales et commerciales empêchent la liquidation de la société dans un délai de 3 ans suivant le décès du conjoint bénéficiaire. On s'approche de la dernière question, probablement. On avait fait un pari jusqu'où on pouvait se rendre, mais mes collègues ont oublié de considérer que c'était moi qui décidais quand est-ce qu'on arrêtait. Fait que j'étais un peu avantagé, j'avoue. On s'approche du... Oui, toi, tu avais dit... En tout cas, bref. OK, donc la prochaine question porte sur l'arrêt FOI, qui est un arrêt de la Cour d'appel fédérale. Il y avait eu une demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême qui a été rejetée en février 2024. Donc, on ne passera pas à travers là, toute la décision, mais très, très rapidement. Initialement, ça devait être une vente d'actions. Les actionnaires voulaient vendre leurs actions. Et de fil en aiguille, il y avait des excédents d'encaisse dans la société. Voulaient sortir ces excédents-là. Finalement, en bout de ligne, ça s'est transformé en vente hybride, donc vente d'actifs, vente d'actions. Et on demandait à la Cour, là, dans le fond, de statuer s'il y avait eu une distribution, une attribution de quelque façon que ce soit aux appelants qui pourraient conclure à l'application de 84.2 de façon à recaractériser le gain en capital en dividende. On demandait aussi à la Cour de statuer sur le fait qu'il y avait eu ou non une réorganisation ou une cessation de l'exploitation de l'entreprise, des sociétés. La Cour d'appel fédérale est venue confirmer le jugement de la Cour canadienne et a conclu que 84.2 s'appliquait à une vente hybride lorsque certaines conditions étaient réunies. Entre autres, dans ce cas-ci, là, je ne vois plus. Donc, la réorganisation des affaires, il fallait le voir au sens commercial, au sens commercial et non pas au sens juridique. Il fallait lui donner une interprétation large. Ça présupposait la fin de l'exploitation d'une entreprise sous une forme et sa poursuite sous une autre. Autre élément, la distribution indirecte était également visée par 84.2 qui doit recevoir une interprétation large. Donc ça, c'est deux des éléments qui ont été mentionnés. La question à l'agence, l'ARC va-t-elle appliquer les principes établis dans FOI uniquement à des faits identiques à ceux de la cause de la décision dans l'interprétation et l'application du paragraphe 84.2? Sophie? C'est une décision très intéressante. Je ne sais pas si Jean-François, tu es d'accord? Pour l'ARC. Non, les commentaires, l'agence est d'avis que les commentaires de la Cour fédérale ont une portée beaucoup plus large. Elle ne se limite pas qu'à des situations identiques au fait de l'arrêt FOI dans l'interprétation et l'application de l'article du paragraphe 84.2. Je pense que ça vaut la peine de peut-être citer quelques extraits intéressants du jugement. Selon l'interprétation large du paragraphe 84.2 retenu par la Cour, les opérations menant à une présumée distribution ou attribution de fonds ou de biens doivent être considérées dans leur ensemble et d'une manière flexible dans le temps. Concernant l'expression « de quelque façon que ce soit prévu au paragraphe 84.2 », la Cour a mentionné que ces mots d'une portée fort large sont ancrés dans l'histoire et ont toujours fait partie de cette mesure et sont le reflet fidèle de sa mission anti-évitement. Enfin, la Cour a insisté pour indiquer que lorsqu'un facilitateur est impliqué, la distribution ou l'attribution des fonds ou des biens de la société ciblée peut alors prendre diverses formes et engendrer plusieurs étapes qui sont organisées de façon à s'échelonner dans le temps. Et elle a ensuite ajouté qu'en présence d'une tentative orchestrée d'extraire des surplus sans impôt ou à un taux réduit, l'intention du législateur exige une lecture pondérée des mots du paragraphe 84.2, lesquels, s'ils étaient assujettis à une lecture trop littérale,
pourrait faire échec à sa mission anti-évitement. Donc, je pense qu'on peut noter que la Cour fédérale a réglé certaines incertitudes qui découlaient de certaines décisions que les contribuables invoquaient fréquemment à l'encontre de l'application du paragraphe 84.2, entre autres McNichol, Descaries et Robillard. Donc, la Cour fait une mise en garde importante contre une application trop formaliste et restrictive du paragraphe 84.2 qui avait été mise de l'avant justement par ces décisions-là. On note aussi que la Cour fédérale, dans le fond, ne s'est pas prononcée sur l'analyse de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Gérensky. Elle fait juste distinguer les deux affaires en indiquant que Gérensky n'avait aucune pertinence dans son analyse. La Cour note que sur la base de la preuve présentée dans Gérensky, l'acheteur, en l'occurrence Lafarge, dans cette cause-là, n'avait pas agi à titre de facilitateur. Donc, il est important par rapport à Gérensky de réaliser que c'est une décision qui a été rendue en 2001 par la Cour canadienne de l'impôt, puis depuis, la Cour fédérale d'appel s'est prononcée, entre autres dans McDonald et récemment dans Foy. Puis elle a clairement statué que le paragraphe 84.2 doit faire l'objet d'une interprétation qui est large. Puis elle rappelle aussi à bon titre que Canada Trosco, la Cour suprême, a mentionné que chaque disposition de la loi de l'impôt doit être interprétée selon une analyse textuelle, contextuelle et théologique, ce qui explique peut-être en 2001 l'approche plus textuelle qui a été utilisée dans Gérensky. Il est aussi approprié de rappeler que l'Agence a mentionné qu'elle n'appliquerait pas la règle générale anti-évitement dans des situations qui sont identiques à Gérensky. Par contre, elle a indiqué à sa question 2 de la table ronde du Congrès en 2002 qu'elle continuerait d'appliquer la règle générale anti-évitement dans des situations de dépouillement de surplus comme dans les affaires McNichol et RMM Canadian Enterprise. Aussi, donc les contribuables ne devraient pas s'en remettre à ce document si les faits de leur situation ne sont pas identiques à ceux de Gérensky. Finalement, en 2007, la direction des décisions en impôts avait émis une interprétation où elle avait appliqué 84.2 à l'écart des séries d'opérations qui constituent un mécanisme permettant le dépouillement des surplus d'une société sans impôt où toutes les conditions de 84.2 avaient été remplies. Donc, pour finir, dans ce contexte, je pense que c'est important de comprendre que pour toute planification de vente hybride, ça pourrait faire l'objet d'une analyse par l'ARC afin de déterminer si, dans la situation donnée, l'ensemble des conditions du paragraphe 84.2 sont rencontrées. Merci. Il y a plusieurs autres questions et réponses intéressantes dans la table ronde. On vous a donné un échantillon varié, mais il y a plusieurs autres choses, fait que allez naturellement les consulter. Merci beaucoup.